Bon, allez, on démarre. Juste une petite question comme ça. Est-ce que vous connaissez Guy Bonacieux? Non. Bon. Alors, on était dans l'aspect énergétique et on a utilisé l'aspect énergétique sur la chute libre et le mouvement des particules chargées. Donc, on avait commencé l'aspect énergétique de la chute libre et enfin, on avait commencé. J'avais juste montré quelques petites choses. Je vous rappelle deux choses. La première, c'est que en plus des définitions des différentes énergies, on a vu deux théorèmes. Le théorème de l'énergie mécanique et le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie mécanique, c'est un théorème qui vous dit que l'énergie mécanique d'un système est constante à partir du moment où le système est soumis qu'à des forces conservatives. Ça veut dire, en gros, à partir du moment où on peut négliger les forces de frottement. Et puis, si on a les forces de frottement, bah, du coup, l'énergie mécanique n'est pas constante, elle diminue, et elle diminue l'énergie perdue par les forces de frottement. Et puis, on a le théorème de l'énergie cinétique. Et ce que je vous ai montré, et ça va être important dans ce qu'on est en train de faire, c'est que les deux théorèmes amènent aux mêmes équations à partir du moment où on peut ne pas tenir compte des forces de frottement. Donc, que vous partiez du théorème de l'énergie mécanique ou du théorème de l'énergie cinétique, on arrive à la même chose. Ça, c'est important, notamment pour la troisième question. Ensuite, on a commencé à étudier l'aspect énergétique dans la chute libre. Mais avec une petite remarque, c'est que cet aspect énergétique dans la chute libre ne permet pas de faire exactement le même travail que la deuxième loi de Newton. Ça permet simplement de raccourcir le travail à faire si ce que l'on vous demande, c'est de calculer la vitesse. Mais avant de faire ce travail-là, c'est-à-dire de voir comment on peut calculer l'intensité d'un vecteur vitesse dans le cadre d'une chute libre, j'avais fait plusieurs rappels. Je voulais vous montrer ce que l'on peut faire avec le théorème de l'énergie mécanique ou avec le théorème de l'énergie cinétique, mais dans le cadre de la chute libre. C'est pour ça que j'avais rappelé que là. Donc on était dans le deuxièmement sur la chute libre, et j'avais rappelé les formules qu'on avait obtenues sur la chute libre avec une vitesse initiale quelconque, pour vraiment se passer dans le cas général. Une abscisse du vecteur accélération qui est égal à 0, une ordonnée qui vaut moins g, une abscisse du vecteur vitesse qui vaut v0 cos alpha, une ordonnée du vecteur vitesse qui vaut moins gt plus v0 sinus alpha, et puis une abscisse, donc la loi horaire, sous la forme de v0t cos alpha, et sous la forme de moins 1,5 de gt carré plus v0t sinus alpha. Si je voulais vraiment être général, je mettrais un petit h ici pour dire qu'on n'est pas forcément au niveau du sol. Mais ce n'est pas le plus important. Ça, c'est les équations qu'on a trouvées sur la chute libre. On a montré que l'énergie cinétique, c'était ça. Ça, c'est la formule. Eh bien, si l'énergie cinétique, c'est ça, on est bien d'accord que l'énergie cinétique s'écrit aussi sous cette forme-là. Puisque par définition, la vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse. C'est bon sur l'idée? Ensuite, si j'ai ça, et que j'ai ça, si je veux avoir l'expression de l'énergie cinétique, en développant complètement, je vais avoir une énergie cinétique qui vaut 1,5 de m facteur de xv carré, c'est-à-dire v0 carré cos carré alpha, plus yv carré, c'est-à-dire moins gt, plus v0 carré sinus, plus v0 sinus alpha, le tout au carré.
D'accord sur l'idée? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de cette expression de l'énergie cinétique? Sans j'allais chercher quelque chose de très loin. Non? Pas d'idée? Bah regardez. J'ai bien petit t dans mon équation de l'énergie cinétique. Première remarque, même si c'était évident, l'énergie cinétique, c'est quelque chose qui dépend du temps. Tout simplement. Deuxième remarque, l'énergie cinétique, c'est quelque chose qui dépend du temps au carré. Puisque j'ai mon moins gt plus V0 sinus alpha qui est au carré. Et que le reste, il n'y a pas de temps qui apparaît. Autrement dit, je vais avoir une dépendance de l'énergie cinétique au temps carré. Ça veut dire que je vais avoir quelque chose qui, si je traduis la courbe de l'énergie cinétique, me donne une forme parabolique. Puisque je suis sur la forme d'un polynôme du second degré. D'accord sur l'idée? Je généralise encore. Énergie potentielle de pesanteur. Par définition, c'est mgy. Qu'est-ce que ça veut dire déjà par rapport à l'axe des abscisses? Mon énergie potentielle de pesanteur. Ouais. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion sur la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur? Ouais. Autrement dit, pour tous les trois, la valeur ne bouge pas, quelle que soit votre position. Alors après, derrière, ce n'est pas la même valeur, vous n'avez pas la même masse. Mais quelle que soit votre position dans la salle, comme ce sera la même valeur de Y, ce sera la même énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur ne dépend que de l'altitude par rapport au point de repère de votre, enfin au point origine de votre repère. D'accord là-dessus? Mais la valeur de Y, elle est là. Donc je peux très bien faire le même travail avec l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire que c'est mg, facteur de moins 1,5 de gt carré, plus V0t, sinus alpha. Même remarque que précédemment, ça prouve que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est quelque chose qui dépend du temps. Et comme là aussi c'est un polynôme du second degré, je vais avoir une forme parabolique. Ça va, c'est bon sur l'idée? Et donc, troisième cas, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, si je remplace par mes expressions, l'énergie mécanique, c'est donc 1,5 de m facteur de V0 carré cos carré alpha plus moins gt plus V0 sinus alpha au carré. Ce que je pourrais développer. Hein. Plus l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire plus mg facteur de moins 1,5 de gt carré plus V0t sinus alpha. Et là, on a une belle dépendance du temps. Hein, puisqu'il intervient 3 fois dans mon équation. Seulement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette dépendance du temps? L'équation est suffisamment compliquée pour qu'on ait du mal à s'y retrouver. Néanmoins, qu'est-ce que je sais sur cette énergie mécanique? Elle est constante. Parce que je suis dans le cadre de la chute libre, j'ai négligé les forces de frottement. Théorème de l'énergie mécanique,
si on peut négliger les forces de frottement, l'énergie mécanique est constante en chaque point du mouvement. Si l'énergie mécanique est constante en chaque point du mouvement, ça veut dire que ce truc-là, aussi curieux que ça puisse paraître, ça ne dépend pas du temps. Je peux même aller plus loin que ça. Je peux dire que tout ça, c'est égal à 1 demi de mv0 carré. Comment je sais? Qu'est-ce qui me fait dire que ça va être 1 demi de mv0 carré? Si elle est constante, sa valeur est partout la même. Si sa valeur est partout la même, ça veut dire que je peux calculer sa valeur en n'importe quel point. Jusqu'à là, c'est logique, puisque c'est partout la même chose. Si je me place à l'instant initial, dans ma chute libre, à l'instant initial, j'ai une énergie potentielle de pesanteur qui vaut 0. Alors, deux manières de le savoir, soit je remplace petit t par 0 et mathématiquement je trouve bien 0, ou première méthode pour le savoir, c'est que le point initial, justement, c'est celui sur lequel on a pris l'origine du repère. Donc y égale à 0, donc du coup énergie potentielle de pesanteur nulle. Et puis, une énergie cinétique qui est égale à 1 demi de mv carré, et à l'instant initial, on a justement dit que la vitesse c'était v0. Donc une énergie potentielle de pesanteur nulle, une énergie cinétique qui vaut 1 demi de mv0 carré. Au total, mon énergie mécanique initiale, c'est 1 demi de mv0 carré. Alors, si j'ai bien compris, là, tous les trois, vous souhaitez plus ou moins aller en école d'ingénieur, après pas intégré ou pas, je ne sais pas. Ça vous fera un bon exercice de nous montrer que ça, c'est égal à ça. Ça ne rentre pas dans le cadre du cours, donc ça, je vous laisse faire, mais développez et vous allez voir que tout se simplifie. Vous n'aurez pas ça. Enfin, je serais très surpris que vous ayez ça le jour du bac. Quelque part, on ne fait rien d'autre que d'appliquer le programme, mais c'est suffisamment compliqué pour que ce ne soit pas dans les choses habituelles à traiter. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, cet aspect énergétique, il va servir à quoi? Eh bien, il va servir à déterminer plus rapidement que l'utilisation de la loi horaire la vitesse d'impact au sol. Donc, vous pouvez noter la question. Recherchons par le théorème de l'énergie cinétique. Recherchons par le théorème de l'énergie cinétique la vitesse d'impact au sol. La vitesse d'impact au sol. On se place dans le cas le plus général. On se place dans le cas le plus général. Lorsque la position initiale de l'objet est à une hauteur h au-dessus du sol. H minuscule. Lorsque la position initiale de l'objet est à une hauteur h au-dessus du sol. Lorsque la position initiale de l'objet est à une hauteur h au-dessus du sol. Voilà, ce qui me donne ce schéma-là. Là, je généralise vraiment complètement notre chute libre avec une vitesse initiale quelconque. Et ce que je veux, c'est ce qui se passe quand mon objet arrive au sol. C'est-à-dire que la trajectoire va me donner une parabole, on l'a suffisamment démontré. Vous avez quelque chose comme ceci. Et donc,
l'objet touche le sol avec une certaine vitesse initiale. Que je vais appeler VF. Comment je fais pour déterminer la direction et le sens du vecteur vitesse finale? Pendant que vous êtes sur le schéma, je vais appeler A le point de départ de mon objet, et puis B son point final. Tu ne mets pas F pour le point final, ce serait trop semblable avec le symbole de la force. Alors du coup, ma vitesse, comment je fais pour dessiner la direction et son sens? Bon, le sens, c'est évident, mon truc est en train de tomber, c'est vers le bas. Mais la direction? Ouais, et donc la dérivée de la courbe, en géométrie, j'appelle ça comment? Ouais. On a vu que la vitesse était tangent à la trajectoire. Donc ça nous servira dans le prochain paragraphe. Et donc, je dessine une tangente à la trajectoire au point d'arriver sur le sol. Oui? Ah, j'ai inversé, vous avez raison. C'est très bête. Merci. Je n'ai pas fait assez attention. Donc, objectif, trouver l'expression de cette vitesse-là en fonction des données du problème. Les données du problème, c'est la vitesse initiale, c'est l'angle alpha, c'est la hauteur petit h, éventuellement c'est la masse de mon objet. Donc, comme je vous l'ai donné, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc, théorème de l'énergie cinétique. Que j'applique entre le point de départ et le point d'arrivée. Et ce théorème de l'énergie cinétique vous dit que l'énergie cinétique finale, donc en B, moins l'énergie cinétique initiale en A, c'est la somme des travaux des différentes forces qui s'exercent sur le système entre A et B. Et comme je suis dans le cas de la chute libre, le seul travail que j'ai, c'est le travail du poids. Donc variation d'énergie cinétique, ECB moins ECA, c'est la somme des travaux des forces, c'est-à-dire le travail du poids. Je remplace chacun des trois termes par son expression. Donc l'énergie cinétique en B, 1 demi de m dB carré, moins l'énergie cinétique en A, 1 demi de m VA carré, est égal au travail du poids, c'est-à-dire mg, y de A, moins y de B.
j'ai quasiment fini. Hein. J'ai plus qu'à remplacer chacun des termes ici par ce qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire ici, VB. Ben, le point B, c'est le point final. Donc la vitesse au point B, c'est la vitesse finale que je cherche. Donc VB, c'est ce que j'ai appelé VF. VA. Ben, VA, c'est la vitesse au point initial. Donc ça, c'est celle qui est donnée dans l'énoncé, c'est V0. Comme j'ai une valeur de vitesse, qui a un angle alpha ou pas par rapport à l'horizontale, je m'en moque. C'est la vitesse initiale. YA. Ben, YA, c'est l'ordonnée du point de départ. Autrement dit, c'est petit h. Et YB, ben, c'est l'ordonnée du point d'arrivée. Et mon point d'arrivée, c'est celui d'impact au sol, donc par définition, c'est 0. J'ai plus qu'à remplacer chacun de ces termes dans l'équation du théorème de l'énergie cinétique pour avoir 1 demi de m vitesse finale au carré moins 1 demi de m v0 au carré est égal à mgh. Je sais que j'ai gagné parce que je connais tout sauf ma vitesse finale. Il n'y a plus qu'à arranger ça. Je vais passer le 1 demi de mv0 de l'autre côté. Ça fait 1 demi de m vitesse finale au carré est égal à 1 demi de m vitesse initiale au carré plus mgh. Oui. Alors, ce que je voulais faire, tout simplement, c'était pas factoriser par m, c'était carrément diviser par m. En fait, pour me simplifier la vie, je vais tout multiplier par 2 et je vais tout diviser par m. Donc, comme je divise tout par m et que m est partout présent, il se simplifie. On retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu avec l'utilisation de la loi de Newton, c'est-à-dire que la trajectoire est indépendante de la masse de l'objet. Et puis, je multiplie tout par 2 de manière à me simplifier les 1,5. Il me reste donc un vitesse finale au carré est égal à vitesse initiale au carré plus 2gh. Pour avoir ma vitesse finale, il n'y a plus qu'à prendre la racine carrée. Vitesse finale, c'est la racine carrée de V0 carré plus 2gh. Dans l'interprétation du phénomène, ça veut dire que ma vitesse finale, c'est ma vitesse initiale plus, finalement, la vitesse que j'ai acquise grâce à l'énergie potentielle de pesanteur, le 2gh qui est ici. Est-ce que je peux dire que c'est V0 plus racine de 2gh? La racine carrée d'un carré, ça simplifie. Non, j'espère qu'on est d'accord. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a un plus dans la racine, et que quand il y a un plus dans la racine, je ne peux rien faire comme simplification. Bon, ben voilà, stop, c'est fini. Vous voyez? Donc, même si vous avez fait la loi horaire, en fait, je pense que ça, c'est même plus rapide que ce qu'on avait vu dans le chapitre sur la chute libre avec une vitesse initiale quelconque, vue par la loi de Newton. On gagne quand même pas mal de temps avec ce système-là, et vous l'avez vu au niveau de mon tableau, j'ai quand même été très large puisque j'ai mis toutes ces valeurs-là sur une ligne chacune. Donc c'est vraiment une méthode, ce théorème de l'énergie cinétique, qui est rapide et complète. Des questions là-dessus? Non. Dernière partie de cet aspect énergétique, le mouvement des particules chargées. Donc troisièmement,
mouvement de particules chargées. Et donc là, je vais changer un petit peu d'idée. Je vais faire un troisième cas. Vous vous rappelez, on a vu dans la partie loi de Newton 2 cas du mouvement de particules chargées. Un mouvement de particules chargées où ma particule était initialement immobile et je l'accélère. Un mouvement de particules chargées où ma particule est initialement avec une certaine vitesse, mais elle arrive perpendiculaire au champ électrique. Donc ma particule chargée était déviée. Troisième chose que l'on va voir, c'est comment on freine une particule chargée. Donc finalement, le symétrique de mon premier cas. D'accord sur l'idée? Donc vous notez, on étudie le mouvement d'un proton dont la vitesse initiale V0, on étudie le mouvement d'un proton dont la vitesse initiale V0 est grande, et que l'on veut freiner. Donc le reste, je vous le mets sur le schéma. Donc on a un condensateur. Même idée que pour l'accélération, j'ai un condensateur avec un tout petit trou. J'ai mon proton qui est ici, avec une vitesse initiale V0. Je vais lui associer un repère au XY classique, avec le point origine au point de départ de mon proton, c'est-à-dire à l'entrée du condensateur. Je reste sur l'idée qu'on a déjà faite, c'est-à-dire que le poids est négligeable par rapport à la force de frottement, par rapport à la force électrique, pour que j'ai qu'une seule force à étudier. Alors, avant de faire le schéma, regardez par ici, la question qui se pose, c'est comment je vais placer ma force électrique. Alors, pour placer ma force électrique, j'ai d'abord besoin de placer mon champ électrique. Et pour placer mon champ électrique, j'ai besoin d'avoir le signe des charges. Où est la plaque positive? Où est la plaque négative? Et pourquoi? Le plus simple, à mon avis, c'est la plaque positive. Pas d'idée? Qu'est-ce que je veux faire avec mon proton? Alors, le mouvement va de gauche à droite, mais je veux qu'il arrive quoi à ma vitesse V0 sur ce que je vous ai donné comme exercice? Qu'est-ce qu'il faut qu'il lui arrive pour cette vitesse V0? Oui? Ouais, ça doit ralentir. Si je veux ralentir quelque chose, au niveau de l'accélération, ça veut dire que mon accélération va être de quel type? Voilà, on est bien d'accord, on ne dit pas une accélération négative, une accélération c'est toujours positif. Il faut que j'ai une accélération qui soit dans le sens inverse de ma vitesse. Comme ça, mon accélération, en fait, c'est un freinage. Ouais, c'est ça. Si mon accélération est en sens inverse, ça veut dire que ma force doit être en sens inverse. Et comme j'ai un proton qui est chargé positivement, ça veut dire que le champ électrique est en sens inverse. Autrement dit, ici, je dois avoir une plaque positive. Et ici, je dois avoir une plaque négative.
de manière à ce que le champ électrique soit comme ceci. Pour que la force soit, elle aussi, comme ceci. Une force opposée au mouvement. Donc ce que j'avais appelé une force résistante. Deuxième méthode, un peu plus physique et un peu moins maths. Pourquoi je sais que la plaque positive, elle doit être là? Imaginez que je mette la plaque négative, qu'est-ce qui va se passer? Et puis surtout, pourquoi? Ouais. Si j'ai ici ma plaque négative, le proton va être attiré puisqu'elle est chargée positivement. Donc le proton va accélérer. Si je mets une plaque positive, par contre, comme le proton est chargé positivement avec la plaque qui est positive, les deux vont se repousser. Si les deux se repoussent, ça veut bien dire que je vais avoir une force qui va ralentir mon proton. Attention, j'ai mis un trou ici. Hein. Mon proton, il est ralenti. Je n'ai pas dit qu'il s'arrêtait. Je vais appeler L la longueur du condensateur. Est-ce que je peux appliquer le théorème de l'énergie mécanique? C'est une question piège. C'est une question piège, pourquoi? Parce que la réponse c'est oui et non. Oui, je peux appliquer le théorème de l'énergie mécanique, parce que j'ai négligé les forces de frottement, j'ai que la force électrique qui intervient, qui est une force conservative, donc l'énergie mécanique est constante au cours de la trajectoire. Donc il n'y a pas de problème, je peux appliquer l'énergie mécanique. Sauf que l'énergie mécanique ici, ce sera la somme de son énergie cinétique et son énergie potentielle électrique. Pourquoi je n'ai pas d'énergie potentielle de pesanteur? Eh ouais, on a négligé le poids. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de poids, donc il n'y a pas de pesanteur. Et l'énergie potentielle électrique, ben, on n'a pas vu dans le cours son expression. Comme on ne connaît pas l'expression de l'énergie potentielle électrique, du coup, je ne peux pas appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Donc autant dans le cas de la chute libre, le théorème de l'énergie cinétique ou le théorème de l'énergie mécanique vous donnez le même résultat, autant ici, les deux vous donnent le même résultat, mais en termes de cours, on n'a pas le choix, il faut prendre le théorème de l'énergie cinétique. Donc, je vais appeler le point de départ O, puisque c'est le point d'origine de mon repère, et puis je vais appeler le point d'arrivée ici en sortie B. Et j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre O et B. Même expression que tout à l'heure. Énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur mon proton entre A et B. Et la seule force qui s'exerce, c'est le travail de la force électrique. Pardon? Ah oui, vous avez raison. Merci. Oups. Je fais comme tout à l'heure, je remplace chacun de ces trois termes par leur expression. 1 demi de
mVb carré moins 1 demi de mv0 carré est égal au travail de la force électrique. Et on a vu dans le cours que le travail de la force électrique, c'était Q fois la tension. Et donc ici, c'est la tension entre le point O et le point B. Attention, n'écrivez pas cette deuxième forme. N'écrivez pas pourquoi. Eh bien, vous vous rappelez, quand je vous ai fait ça, enfin quand j'ai fait ça avec vos camarades, puis avec vous derrière l'écran de vidéo, la formule, je vous ai dit, attention. Cette formule-là, c'est celle qu'on vous donne dans le cours. Mais cette formule-là, je ne l'aime pas du tout, parce qu'elle est piégée. Et ouais, il y a un problème de signe. Mon travail de la force électrique, il doit être de quel signe? Eh oui, il doit être négatif, parce que je freine mon objet. Alors, après derrière, pour savoir qu'il est négatif, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité physique, qui dit que si je freine mon objet, eh ben, du coup, il perd de l'énergie. S'il perd de l'énergie, ça veut dire que le travail de la force est négatif. Deuxième possibilité plus mathématique, si mon objet est freiné, ça veut dire que sa vitesse finale, c'est plus petite que la vitesse initiale. Et donc, si la vitesse finale est plus petite que la vitesse initiale, c'est clair, cette soustraction, elle est négative. J'ai un nombre ici, moins un nombre plus grand. Donc, du coup, ça, je sais que ça doit être négatif. Or, le problème, c'est que la charge de mon proton est positive, et la charge de ma tension, comme toutes les tensions, si on les prend dans le bon sens, c'est positif aussi. Donc ici, bien faire attention à réfléchir sur le problème, de manière à expliquer le pourquoi du signe moins. Et ça, c'est vraiment le piège, parce que dans le cadre d'un contrôle, si on n'y réfléchit pas, on met la formule sans trop voir les choses. Et donc, vous mettez un petit mot en disant que moins Q fois UOB, car le travail doit être négatif. Le système perd de l'énergie. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, le reste, ça coule de source. Tous les éléments vous sont donnés dans l'énoncé, la charge du proton vous sera donnée, la tension vous sera donnée, la vitesse initiale vous est donnée, la masse vous sera donnée, je veux VB, je fais le même principe que tout à l'heure, je vais diviser par M et je vais multiplier par 2, ce qui va me faire, pardon, je vais trop vite, j'ai un 1 demi de M VB carré qui est égal à 1 demi de M V0 carré moins Q fois UOB. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait le moins, parce que comme ça, on voit bien que je perds de l'énergie. Il y a une soustraction entre l'énergie de départ et puis l'énergie finale. Je divise par la masse et je multiplie par 2, de manière à me simplifier mon expression pour avoir un VB carré qui vaut V0 carré. Alors attention ici de ne pas perdre mes coefficients, moins 2 sur M, facteur de Q fois la tension, puisque j'ai multiplié par 2 et divisé par M. Et donc je finis avec la racine carrée. VB, c'est racine carrée de V0 carré moins 2Q fois la tension sur M.
remarquez quelque chose de bizarre. Mon expression est indépendante de la largeur de mon condensateur. Ce qui veut dire que s'il fait 1 mètre ou s'il fait 2 km, de toute manière, ça va ralentir la même chose. C'est vrai, ça? Concrètement, plus ma force va avoir le temps de s'exercer, plus mon objet va être ralenti, puisque la force le ralentit. Donc, plus ma trajectoire va être grande, plus mon objet va ralentir. C'est assez logique. C'est-à-dire, si vous freinez avec une voiture sur 100 mètres, ça ne fait pas le même effet que si vous freinez sur 50 mètres, en appuyant de manière constante sur la pédale. Donc, en toute logique, ce truc-là, ça devrait intervenir. Je ne le vois pas là. Voilà. En fait, le L, il est là. Vous vous rappelez que le champ électrique, c'est U sur L. Le champ électrique dans un condensateur, c'est la tension que divise la distance. Donc, si vous préférez, la tension, c'est le champ électrique fois L. Et donc, du coup, c'est là-dedans. Donc, mon L, il est quand même dedans, caché, mais il est dedans. D'accord sur l'idée? Je vous vois chercher, mademoiselle Bécard. Ça, on l'a vu au début du mouvement d'un particule chargée quand je vous ai présenté le condensateur. C'est-à-dire que le champ électrique, je vous ai donné la direction, et puis je vous ai donné la valeur numérique. Enfin, la valeur numérique, la formule. Voilà, c'est fini. On va complètement changer de sujet, et on va finir la mécanique avec l'étude des planètes et satellites. Donc, on va faire un petit peu d'astronomie. Non. J'ai hésité à vous faire une petite application. Et après, derrière, il y a une question de temps. Ah, ouais, on va faire une application, parce que là, démarrer l'astronomie, on fera ça la semaine prochaine. Pardon. La prochaine semaine. Ah, j'avais une question que j'ai posée à vos camarades. Je suppose que la réponse sera la même, mais je vais corriger vos copies. Vous préférez avoir les résultats le plus rapidement possible, donc sur Pronote, même si je ne vous rends pas les copies, ou vous préférez attendre les copies pour avoir le résultat? Sur Pronote directement. Bon, je vous mettrai ça dès que j'aurai fini de les corriger. Voilà. Alors, application. Le champ électrique vaut 15 000 volts par mètre. Le champ électrique vaut 15 000 volts par mètre. La vitesse initiale du proton, le champ électrique vaut 15 000 volts par mètre. La vitesse initiale du proton représente 90%. La vitesse initiale du proton représente 90% de la vitesse de la lumière. Quelle doit être la longueur du condensateur? Donc la vitesse du proton, la vitesse initiale du proton représente 90% de la vitesse de la lumière. Quelle doit être la longueur du condensateur pour que le proton s'arrête avant de sortir? Quelle doit être la longueur du condensateur pour que le proton s'arrête avant de sortir? La longueur du condensateur pour que le proton s'arrête avant de sortir. Alors, dans un vrai exercice, bien sûr, il y aurait toute la partie avant. Théorème de l'énergie cinétique, etc. Là, ce que je vous demande, c'est de partir du résultat qui est là et puis de résoudre la question.
Pardon. Donc je mets. Je vous donne la valeur de la charge électrique du proton, le 1,6 10-19 coulombs, et le 1,67 10-27 kg. Donc ça vous fait un L qui vaut mv0 carré sur 2 QE. Bon, je vous souhaite de bonnes vacances, y compris à ceux qui sont derrière la vidéo. Et puis à l'année prochaine. Alors, la première semaine, c'est encore une semaine avec des groupes.